Quand êtes-vous tombé malade pour la dernière fois ? Avez-vous été vacciné lorsque vous étiez enfant ? Vous est-il déjà arrivé de ne pas vous soigner par manque de moyens ? Les réponses à ces questions seront certainement très différentes selon votre pays, votre métier ou même votre genre. Et bien que la bonne santé soit un droit fondamental, tout le monde n'y accède pas de la même manière. Dans ce deuxième épisode de la saison 1 du podcast Autrement dit, nous irons écouter celles et ceux qui font de la santé publique une discipline d'égalité, qui défendent l'accès aux soins pour toutes et tous. Allô, le Comet, bonjour. Oui. Autrement dit, saison 1, comprendre la santé publique. Alors, je vous explique comment ça marche au Comet. On ne peut pas avoir de suivi psychologique sans être passé par une consultation de médecine générale. C'est le médecin général qui évalue et au sortir de la consultation de médecine générale, demande un rendez-vous à l'accueil avec un psy. Alors, je ne sais pas si la dame, elle est francophone ou pas, parce qu'on a des interprètes en fonction des jours. Donc, elle est francophone. Alors, elle peut venir en fait soit le lundi et le mardi sans rendez-vous entre soit le matin à 9h30 ou l'après-midi à 13h30. Et c'est un système de tickets qu'on délivre aux patients qui viennent pour la première fois ou qui ont manqué le rendez-vous. On les reçoit dans un cadre pour la confidentialité. On fait l'entretien et on fait l'orientation soit en interne, soit en externe. Voilà. Épisode 2. Bon après-midi à vous. Au revoir. Soigner les marges pour soigner le monde. En qualité de membre de la profession médicale, je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité. Je considérerai la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité. Je ne permettrai pas que des considérations d'âge, de maladie ou d'infirmité, de croyances d'origine ethnique, de genre, de nationalité, d'affiliation politique, de race, d'orientation sexuelle, de statut social ou tout autre facteur s'interpose entre mon devoir et mon patient. Ces phrases qui ouvrent le serment du médecin, adoptées par l'Association médicale mondiale en 1948, résonnent avec la voix de M. Hao lorsqu'il raccroche le téléphone de l'accueil du COMED, le comité médical pour les exilés, à Paris. Dans la salle d'attente, des personnes migrantes patientent. Elles viennent ici pour se faire soigner et recevoir une attention qu'elles peinent à trouver dans les services de droit commun. S'attarder sur la façon dont les personnes en situation d'exil accèdent au système de santé, c'est raisonner par l'exemple. Car partout où la question de la migration se pose, celle de la valeur accordée à la vie humaine se pose aussi. L'OMS définit la santé publique comme la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus par le moyen d'une action collective concertée. Parler d'action collective implique de penser la société en son entier, de n'oublier personne. Et c'est parce que les populations migrantes figurent parmi les plus marginalisées et vulnérables aujourd'hui que nous leur accorderons une large place dans ce deuxième épisode. La crise du Covid-19 a mis en lumière une chose majeure dans nos sociétés humaines. On ne vit pas, on ne tombe pas malade et on ne meurt pas de la même façon, qu'on soit riche ou pauvre, avec ou sans papier, blanc ou noir, selon que nos corps soient bien portants ou fatigués par des conditions de vie difficiles. C'est le travail des épidémiologistes de comprendre quel groupe de population va être plus touché par la maladie que d'autres. Mais après, une fois qu'on est malade, que faire pour assurer un accès aux soins qui soit le même pour toutes et tous ? Si la question de l'argent, du coût médical et de l'existence ou non d'une couverture maladie universelle varie énormément d'un pays à l'autre, certains invariants demeurent. Il est démontré depuis à peu près 2 siècles qu'il existe une inégalité dans l'espérance de vie ou dans la mortalité en fonction des catégories socio-professionnelles. Didier Fassin, médecin, professeur de sciences sociales à Princeton et titulaire de la chaire de santé publique au Collège de France. Cet écart est du reste, on l'a vu récemment, très important puisque en France, on a pratiquement 13 ans de différence d'espérance de vie à la naissance entre les 5% plus pauvres et les 5% les plus riches. Cette différence atteint 15 ans aux États-Unis si l'on prend en compte le niveau d'éducation et l'appartenance ethno-raciale. Donc on voit qu'on a des écarts qui sont extrêmement importants et ces mesures de la mortalité et l'espérance de vie sont évidemment très essentielles à l'action de santé publique. L'action de santé publique définit pour qui et comment sont pensés les programmes de soins. Depuis la création du vaccin contre la rage par Pasteur,
Les campagnes massives de vaccination sont considérées comme une action importante de santé publique. Elles ont apporté une contribution majeure au recul des maladies infectieuses et l'accès à la vaccination est un excellent cas d'école de l'accès aux soins. Lorsqu'un État ou une organisation non gouvernementale propose de vacciner une population dans son ensemble, il permet d'assurer à des individus différents une protection semblable. Mais pour qu'une campagne de ce type puisse avoir lieu, il faut encore que le vaccin existe. Et sa fabrication n'est pas toujours guidée par l'intérêt collectif. I think that there are a number of patterns we've seen that have played out with vaccines that, in fact, actually play out with a number of health interventions. Alan Brooks, docteur en épidémiologie et santé publique, directeur associé de l'ONG Bridges to Development. And the first is one around inequalities between countries. And this is something that if we look at the challenge of health on a global scale, in fact, we see over and over and over again that the development of medicines, the development of vaccines particularly, are driven by the needs of high-income countries, of wealthy communities, of those with the resources basically to pay. And that is, on the one hand, understandable. On the other hand, it does not necessarily align with where the actual needs may be greatest in terms of health or healthcare, and those being oftentimes being higher in developing countries. The second part of inter-country inequity, let's say, or inequality, is then who gets access to that intervention, that vaccine, sooner. And how much sooner? What does that mean, really? And what we've seen over the years traditionally is that, in fact, a new intervention that comes out on the market, it takes somewhere between 5 and 20 years for it to be made more widely available outside of select wealthy countries. We know that within countries, some groups and some communities, particularly those with higher socioeconomic backgrounds and or oftentimes urban access to facilities, et cetera, tend to have access faster to new interventions. And ironically, coincidentally, these are also the same communities that have the best access to treatment. And in fact, within every country, there are places, there are communities, there are pockets we cannot lose sight of whether they are poor, whether or not they are slums in urban settings, whether or not they are socially marginalized, perhaps new immigrants, where actually the needs may be as high or even higher, but we have to be very intentional as a community, as a society, to try and ensure that these groups also have an equitable access to the interventions. Partout dans le monde, des médecins, des assistants sociaux, des infirmières travaillent pour que les communautés marginalisées aient malgré tout accès aux soins. Présents sur le terrain, au plus près de celles et ceux que les vies difficiles empêchent de se soigner, ils œuvrent à faire respecter le droit à la santé. Ce droit, qui selon l'OMS, signifie que chacun et chacune devrait avoir accès aux services de santé dont il a besoin, au moment où il en a besoin, et là où il en a besoin sans être confronté à des difficultés financières. Cela passe souvent par la création de dispositifs spécifiques, de lieux pensés pour accueillir des personnes en situation particulière, laissées parfois de côté par les structures médicales ordinaires. Arnaud Weiss, je suis médecin et directeur général de l'association COMED, donc le Comité pour la santé des exilés, là où vous êtes aujourd'hui, puisque ici, dans l'hôpital de Bicêtre, le COMED, l'association COMED, est hébergé gratuitement par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, avec un lieu qui a une double activité ici, qui est d'une part un centre de santé agréé par l'Agence régionale de santé, où on reçoit des personnes exilées, c'est-à-dire des personnes qui ont en commun d'être en situation de migration contrainte, des demandeurs d'asile, des réfugiés, des personnes étrangères en situation précaire, récemment arrivées en France et en situation de grande vulnérabilité, et qui viennent ici de toute l'Île-de-France pour des consultations pluridisciplinaires, médicales, psychologiques, sociales et juridiques. C'est à la fois de la prévention, du dépistage, du bilan de santé, de l'accompagnement médical, du social et juridique, parce qu'il faut ouvrir les droits dès que possible à la sécurité sociale, l'aide médicale et le terrain, etc., etc. Et nous, par exemple, ici, au centre de santé, c'est une durée moyenne de suivi d'1 année,
qui est en gros le temps qu'il faut pour ouvrir les droits, avoir les contacts médicaux, commencer l'éducation thérapeutique, faire intervenir l'interprète, faire intervenir les psychologues si besoin pour les gens qui en ont besoin, et pouvoir assurer à un moment un relais vers les professionnels de proximité lorsque la situation sociale se stabilise et que la proximité veut dire quelque chose, et que les gens y vivent plutôt ici ou plutôt là. Si on considère qu'il y aurait des besoins spécifiques pour les étrangers et des problèmes de santé spécifiques aux étrangers exilés migrants, au fond spécifiques, il y en a très peu. Finalement, il y en a deux qui sont spécifiques. Il y a la question de l'accès aux droits. Au fond, la première chose qui est spécifique, c'est le droit des étrangers. Et la deuxième, c'est la langue. Pour le coup, ce qui est quand même assez spécifique, c'est qu'une partie importante, entre un tiers et la moitié, des personnes étrangères récemment arrivées en France sont allophones, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas s'exprimer, elles ne sont pas francophones, elles ne peuvent pas s'exprimer en français correctement. Souvent, quand on ne peut pas s'exprimer en français correctement, c'est tout l'enjeu d'avoir un interprète professionnel pour pouvoir accompagner les gens de manière de bonne qualité et efficace. Le principal obstacle au non-recours à l'interprétariat, c'est les représentations culturelles des soignants qui se disent il n'y a pas besoin, on va s'en passer. Et donc là, je vois que vous avez votre petite planning d'interprète, là. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quel jour Alors, le lundi, on a Wolof pour les psys et pour les médecins. Le mardi, on a Tamoul pour les médecins, Tamoul pour les psys et Bengali pour les psys. Le mercredi, c'est Hindi Urdu, d'accord, et Tamoul psy l'après-midi. Le mercredi, il y a Arabe, il y a Dari, Pashto. Après, il y a Peul pour l'Afrique de l'Ouest, Bambara, Soninké le vendredi matin. Et là, on est en train d'augmenter en fait la vacation en interprétariat physique pour les Dari Pashto parce qu'on a beaucoup d'Afghans en ce moment. Et vous faites varier les interprétariats en fonction de vos besoins. Oui, c'est ça, exactement. Et en fonction des statistiques. Parce que c'est Arnaud qui extrait, qui dit, bon tiens, il y a tant de taux de Bengali, est-ce que vous avez besoin qu'on augmente des vacations physiques ou pas? Et on augmente ou on diminue. Des fois, on supprime, par exemple, là, on avait russe à l'époque, beaucoup de Russes. Maintenant, on n'en a plus. Du coup, on a supprimé la vacation de Russes, on l'a remplacée par les Bengalis, qui sont plus nombreux. À première vue, c'est une difficulté supplémentaire pour des soignants qui ne sont pas habitués, parce que ça introduit un tiers dans une relation qu'on a l'habitude d'appeler le colloque singulier. Habituellement, c'est plutôt un face-à-face, ça parle de sujets sensibles. Alors, pour la santé en général, globalement, quand on va voir un médecin ou un psychologue, c'est qu'on va pas bien. Mais en particulier pour les personnes dont on parle et à ce moment-là de leur parcours. Et donc, dans un premier temps, il faut apprendre à travailler en cothérapie avec un tiers, qui est l'interprète professionnel. Pour les soignants, c'est pas toujours évident au début, accepter de perdre une partie du contrôle de l'entretien, puisque ce qui va être interprété comme son nom l'indique. C'est pas de la traduction automatique, c'est mieux que ça. Accepter que dans un premier temps, ça prenne plus de temps. À l'époque, on avait des livrets bilingues de santé qui ne ressemblaient pas à ça. Donc ça a eu du succès. Après, ils nous ont demandé de refaire ça. Et du coup, on a fait participer à la confection de ce livret bilingue de santé les patients qui ont dit ce qu'ils pensaient, plus les interprètes. Et du coup, c'est sur cette base-là et cette expérience-là qu'on a fait ces livres bilingues de santé, qui est un truc où on explique plein de choses, comment s'occuper de sa santé, comment s'orienter, les administrations, les droits des étrangers et tout ça, et qui marche très bien. Après, il y a beaucoup d'autres aspects de vulnérabilité sur la santé des exilés qui ne sont pas spécifiques, mais qui sont quand même beaucoup plus fréquents et qu'on va prendre en compte. C'est la question de l'exil d'abord. C'est pas n'importe quelle migration l'exil. C'est pas des gens qui ont dit tiens, je vais m'expatrier pour des raisons professionnelles avec un appartement, un visa, des ressources, etc. Ceux-là, ils n'ont pas besoin du COMED. L'exil, c'est aussi la perte, les ruptures, les deuils, une situation de grand isolement dans le pays d'exil, en l'occurrence ici en France. Les violences subies sur le parcours, qui ne sont pas spécifiques, mais qui sont beaucoup plus fréquentes que pour d'autres populations. Et qui vont déterminer la fréquence notamment et la gravité des troubles psychiques pour ceux qui en souffrent. Pas spécifique, mais plus fréquent de proposer du dépistage d'un certain nombre de maladies graves.
maladies graves qu'on va retrouver dans ce public-là, elles ne sont pas fréquentes. Première remarque, au fond, la population qui est arrivée jusqu'en France, il a fallu qu'elle traverse beaucoup d'obstacles. C'est les survivants qui sont arrivés, ceux qui ont réussi à partir de leur pays, à traverser la Méditerranée pour ceux qui sont passés par là et arriver jusqu'ici. Globalement, il y a eu malheureusement un écrémage tel que ceux qui arrivent, ils sont plutôt, résilients. 80% des patients suivis au COMED ont subi des violences et un gros tiers ont subi des violences intentionnelles, soit définies par l'ONU comme des tortures, soit des violences de genre liées au genre et à l'orientation sexuelle, et dans les deux cas, qui sont des formes de violence qui vont entraîner beaucoup plus souvent des psychotraumatismes graves qui nécessitent une prise en charge spécialisée. Donc il y a une ampleur importante. On estime que c'est plus d'un quart de la population des personnes concernées qui relèvent d'une prise en charge médico-psychothérapeutique spécifique. Et pour lesquelles il y a très peu de structures de droit commun accessibles. En théorie, il y en a. En pratique, c'est plus difficile. Yeah, I know. I don't have your file. I need it. It will be in January. Okay? I just wait for your file. Je m'appelle Marie Petruzzi, je suis médecin généraliste. Je travaille depuis plus de 10 ans au COMED. Et depuis 2-3 ans, je réalise les consultations en gynécologie, santé et sexualité. Alors, qu'est-ce que j'essaye de faire? J'essaye d'accompagner, de soigner des personnes qui n'ont pas de facilité d'accès aux soins, et en particulier des femmes qui ont encore peut-être plus, quand on parle de gynécologie, santé et sexualité, qui auraient encore plus de mal à accéder aux soins. En premier lieu, pour un vécu, une histoire qui est faite de violence, beaucoup. Énormément de femmes qu'on reçoit au centre de santé ont subi des violences sexuelles, que ce soit au pays, sur le trajet, voire même en France, notamment du fait de la précarité sociale dans laquelle elles vivent, et du coup des pressions qu'elles subissent, hébergement contre services sexuels. C'est des personnes qui ont besoin de soins en santé gynécologique, mais qui vont avoir du mal à aller vers ces soins-là parce qu'elles ont besoin d'avoir la garantie que ce soit fait dans un cadre bienveillant, qu'on ait établi une relation de confiance et qu'on ne se précipite pas sur un examen gynécologique. On sait bien qu'on a une médecine qui est en train d'avancer là-dessus, sur ces questions-là, mais qui est peut-être un peu intrusive en matière de gynécologie et qui ne fait pas toujours très attention à la vie des femmes. On en entend beaucoup parler en population générale. Quand c'est une population de femmes exilées qui ont beaucoup subi, dont le corps a été beaucoup malmené, beaucoup maltraité, et qui n'ont pas eu beaucoup de place pour dire non. Face à un médecin, dire non, c'est encore plus difficile, parce que ça reste encore celui qui sait. Donc leur permettre de prendre le temps de parler de santé en tant que femme, de leur montrer qu'on peut aussi prendre soin, et que quand on parle santé, sexualité, gynécologie, que c'est pas que de la souffrance, parce que c'est beaucoup ça, c'est une partie de leur corps qui fait mal, qui a plein de symptômes, qui a été salie, qui est un peu vécu comme un poids et comme quelque chose qui est hors d'elle. Les violences de genre, ça a pour conséquence chez beaucoup de personnes un syndrome post-traumatique. C'est d'ailleurs, dans notre observation, on connaît beaucoup comme cause de syndrome post-traumatique. Tout ce qui est torture, ça a été beaucoup démontré comme ayant un impact psychologique majeur. Nous, on a les mêmes chiffres, c'est-à-dire qu'une violence de genre a le même impact psychologique que de la torture. Donc ça, c'est le point essentiel, en fait. Après, on n'a pas encore beaucoup de recul et pas beaucoup d'études sur l'impact sur le corps
mais on sait, enfin c'est beaucoup de mots du corps, des douleurs, des céphalées, des douleurs du bas du ventre, mais rien qui soit plus visible que ces souffrances psychiques surtout. Et enfin nous, je pense qu'on se voit vraiment comme des passeurs de connaissances en fait. Et moi, c'est ce que je dis aux femmes. Je dis que j'ai une connaissance théorique, que j'ai des outils médicaux, mais que par contre, c'est elles qui connaissent leur corps mieux que moi, et que ça, voilà, et c'est ma façon de leur dire, dites-moi, et prenez part vraiment dans la consultation, parce que moi, je ne sais pas mieux que vous, forcément, comment vous vous sentez dans votre corps, comment fonctionne votre corps, parce que chacun, voilà, est différent. Je rêverais que les soignants, dans leur globalité, soient formés et entendent la question des violences. En fait, la spécificité des femmes exilées, c'est bien la cumulation de violences et de violences de différents types. Et de pouvoir avoir la garantie quand on va aller voir un soignant qu'il y ait une place pour ça, un accompagnement, une écoute. Ça, c'est majeur. Donc, réunir toutes les conditions de cet accueil et de cette écoute, et puis savoir entendre les violences. Et c'est pas, il suffit pas de le dire, en fait. C'est de l'expérience et ça s'apprend et ça se partage. Et c'est pas si facile que ça. Et c'est pas parce qu'on est un professionnel de santé ou du social qu'on sait et qu'on y arrive. Parce que c'est violent d'entendre la violence. Alors les migrations sont souvent considérées comme un phénomène relativement marginal, ou en tout cas les populations concernées représentent des nombres qui sont relativement modestes par rapport à la population sédentaire. Didier Fassin. Et en même temps, je crois que c'est sur ces marges-là que se définit de plus en plus avec netteté la valeur que l'on est prêt à accorder aux vies. Pensons par exemple que au cours des 5 dernières années, 17 000 personnes sont mortes en Méditerranée, se noyant donc alors qu'elles cherchaient une protection et un futur dans les pays européens. Et ces personnes sont décédées parce que, d'une part, il y a des mesures de plus en plus restrictives et voire répressives à l'encontre de ceux qui cherchent à venir sur le territoire européen, et des moyens de traversée qui sont de plus en plus précaires. Et dans le même temps, des organisations humanitaires cherchant à leur venir en aide qui sont de plus en plus mises en difficulté. Donc on a là un exemple de cette façon de traiter ces populations. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas aux personnes malheureusement décédées. Ça concerne aussi toutes celles qui ont réussi à passer, que ce soit du reste par la route méditerranéenne ou la route des Balkans. Et bien sûr, on aurait la même chose dans d'autres régions du monde, pensons à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et donc, une fois que les personnes sont passées, eh bien, elles sont confrontées là à des situations qui sont souvent extrêmement dures, dans lesquelles, d'une part, elles peuvent être soumises à des violences policières. Puis ensuite, quand bien même ces personnes ont réussi à franchir, disons, ces différents obstacles, eh bien, il reste les conditions de vie extrêmement précaires dans lesquelles, par milliers, elles sont amenées à être dans les rues ou sur des terrains vagues. Quand on voit les effectifs de ces exilés, qui sont somme toute des effectifs relativement modestes, eh bien, on se dit que la qualité d'hospitalité est une chose qui s'est considérablement perdue. Par exemple, nous, on intervient souvent dans des formations à la demande de médecins qui disent voilà, je travaille notamment auprès des étrangers, donc j'ai beaucoup de demandes de certificats médicaux, encore plus dans les lieux d'enfermement, dans les centres de rétention, les zones d'attente, en prison. Et là, j'ai des injonctions contradictoires. On me demande de faire, la police me demande de faire, je cite, un certificat de compatibilité avec l'éloignement dans le pays d'origine. Dans ce genre de cas, j'illustre ça, on a des textes très clairs qui permettent en tant que médecin de ne pas répondre à ce genre de demande, parce qu'en tant que médecin, nous disent ces textes, on est là pour la protection de la santé publique et individuelle. Et que, à partir de là, autant quand on observe qu'il y a une maladie grave de nature à rendre dangereux l'expulsion de la personne,
Notre travail, c'est de l'écrire, de le remettre à la personne et à son avocat pour que le juge puisse s'en servir pour libérer la personne, par exemple. Mais pas dans le cas contraire. On n'est pas des auxiliaires des forces de l'ordre, chacun son métier. Et donc, on ne peut pas, en tant que soignant, délivrer un certificat de compatibilité avec le renvoi. Et ça, c'est des choses qui sont d'abord très mal connues par les médecins. Et donc, ça les aide qu'on leur apprenne ce genre de choses. On a souvent des discussions avec des collègues qui sont dans une situation difficile en se disant « Mais attendez, je ne veux pas me prononcer sur la politique d'immigration. » À quoi on répond « Mais oui, enfin ça c'est au moment où vous votez, en effet, ça c'est un autre problème. Mais dans votre boulot, vous avez bien raison, c'est pas la question. » Et il y a cette confusion de la neutralité et de l'impartialité. Les codes de déontologie professionnelle, ils expliquent qu'en effet, on doit être impartial. On doit faire un travail de manière rigoureuse, écrire des choses qui sont vraies, prouvées, faire attention à... Ouais. Ça, c'est l'impartialité. Mais on ne peut pas être neutre. Un soignant, il doit être du côté de la protection de la santé. Ce que vient de nous dire le code de santé publique, le code de déontologie médicale, c'est qu'on est engagé du côté de la santé. Donc il y a cette confusion entre la neutralité, soi-disant politique globale, vis-à-vis des politiques d'immigration, en gros, qui ne relèvent pas des soignants, pas plus qu'après qui relèvent des citoyens, mais pas dans la fonction professionnelle qu'ils exercent, et la nécessité pour des soignants de continuer envers et contre tout à défendre leurs obligations professionnelles. Et nous, notre boulot, c'est de réfléchir avec eux pour leur dire, écoutez, d'abord, il y a les textes, et les textes, ils disent pas que c'est pas fait pour les étrangers, hein. C'est marqué nulle part, c'est même le contraire. Les textes de protection de la santé, ils disent que c'est fait pour tout le monde, les soins. Et du coup, ensuite, c'est une question de priorité sur des critères cliniques, médicaux. En effet, quand vous ne pouvez pas donner des soins à tout le monde, faut prioriser ceux qui en ont le plus besoin sur le plan médical. Mais si vous commencez à le faire sur un plan autre que médical, là, vous êtes dans le champ de la discrimination. Et c'est encore une fois prévu par aucun texte. Et on sait, dans le domaine de la santé... Probablement dans d'autres domaines, ça a été montré aussi par d'autres chercheurs, mais en tout cas pour ce qui nous concerne dans le domaine de la santé, que sur le plan de l'efficacité, c'est complètement absurde, puisque ça va reculer l'accès aux soins, renforcer la gravité des problèmes de santé au moment où les gens vont se déclarer à l'hôpital, coûter plus cher à tout le monde, et que c'est donc absurde et contre-productif. Ça n'empêche pas les gouvernements d'avoir pris ce genre de mesures, où on voit donc bien que ce type de mesure est complètement décorrélé des données rationnelles sur ce qui est dans l'intérêt collectif. Et l'intérêt collectif, c'est de soigner tout le monde. Soigner dans l'intérêt collectif. Voilà ce qui sous-tend bon nombre de politiques de santé publique. Et bien qu'ils soient inégaux dans l'accès aux soins, face aux maladies, les êtres humains sont interdépendants. Le Covid-19 nous l'a rappelé. Se masquer, respecter la distanciation physique, c'est se protéger soi et les autres. Et l'importance des vaccins dans l'histoire de la santé publique souligne cette vision collective de la médecine. It is fascinating, particularly for vaccines, because vaccines are different from a medicine in the sense that by providing a vaccine and by using a vaccine, an individual, they're preventing and generally protecting themselves, yes, but they're doing something that a medicine oftentimes will not, which is also most likely then helping to provide a little bit of extra protection to their neighbor and their neighbor's neighbor. Downside of that is that vaccines also present a very specific challenge because they are given to, and we take them when we are healthy. We take them to prevent a potential illness, a potential disease in the future. And so urban slum areas, how do we provide health services and vaccination services to those communities that are marginalized, rural, remote communities that are outside and far away from, say, health facilities, communities like the Roma that move regularly within Europe? How do we ensure that those communities all have access to these vaccines? Because keep in mind, as we said earlier, infectious diseases, vaccine-preventable diseases are things where by preventing in a small group, you're actually preventing the risk for a much wider group. A number of these challenges, both at an inter-country basis, but also within countries, recognizing what happens in one country is impacting what's happening in the other. Recognize what happens in one community will impact what happens in the neighboring community. So we need to take on these inequities really in a systematic fashion when we think about what's going to happen in the future with COVID as well.
Mais l'approche systémique des inégalités d'accès à la santé ne doit pas être pensée que sous le prisme clinique. Les soignants, on peut le comprendre, s'intéressent à la vie biologique. Ils cherchent à soigner des corps, lutter contre des maladies. En même temps, on se rend compte que les soignants tendent à ignorer de plus en plus, peut-être, le contexte de la vie de ces personnes. C'est probablement une des choses qu'il faudrait apprendre aux étudiants en médecine, aux étudiants en sciences infirmières, etc. C'est à interroger les gens, voire converser avec eux dans certains cas, quand on a un peu plus de temps, pour mieux comprendre quelles sont les conditions dans lesquelles ils se trouvent, ne serait-ce que parce que quelqu'un qui rentre chez lui et qui est entouré par une famille qui va pouvoir l'aider à prendre ses médicaments, à se déplacer s'il y a des problèmes de locomotion, etc., eh bien, c'est complètement différent de ce qui va se passer pour quelqu'un qui rentre chez soi et qui se trouve seul à devoir se débrouiller, parfois dans des conditions de grande précarité. Et puis si on se situe au niveau des inégalités, eh bien, on se rend compte que, au fond, les soins ne jouent qu'un rôle relativement modeste dans les inégalités que l'on observe devant la maladie ou devant la mort. C'est-à-dire que, bien entendu, mieux on est soigné et meilleurs sont les résultats en termes de mortalité et de survenue de maladie. Mais si on prend l'ensemble des éléments qui expliquent pourquoi certains meurent plus tôt que d'autres, certains ont des espérances de vie qui sont plus brèves que d'autres, eh bien on se rend compte que le système de santé, l'accès aux soins, la qualité même des soins ne représente qu'une partie relativement modeste. Tout le reste étant lié aux conditions de vie, aux conditions de travail, aux conditions de logement, aux formes d'éducation qu'on a pu avoir, autrement dit, à l'inégalité dans la société et pas simplement l'inégalité dans les soins. Tu arrives, la mission est presque finie. Alors cette dame, elle est suivie, elle a la CMUC. D'accord, oui. Le problème de la santé publique, c'est qu'évidemment, elle n'a à prendre en charge que ce qui relève de la santé publique. Mais ce qui serait évidemment important, c'est que dans l'ensemble des politiques telles qu'elles sont décidées par les gouvernements, que ce soit des politiques fiscales, de redistribution, des politiques de logement, des politiques d'éducation, eh bien, tous ces éléments-là devraient intervenir dans les politiques de santé publique. Autrement dit, les politiques de santé publique devraient avoir leur place dans ces différents ministères ou dans ces différentes politiques. Une société qui à la fois accorderait une importance à la santé publique dans ses dimensions de prévention, de prise en charge, et qui en même temps se préoccuperait de ces questions d'inégalité et de santé dans l'ensemble de ces dispositifs, de ces ministères, de ces politiques, eh bien, ce serait une société qui serait tout simplement plus juste. Regarder les programmes de santé publique d'une nation est au fond assez révélateur de son fonctionnement, de son histoire et de son idéologie politique. Et à notre époque où les modes de gouvernance s'expérimentent aussi bien à des niveaux locaux qu'internationaux, quelle place pour la santé, pour les malades, à l'ONU ou au conseil de quartier ? Soigner, oui, mais comment ? Avec quel argent ? Selon quelle modalité ? Dans notre prochain épisode, nous nous pencherons sur les rouages des politiques de santé publique dans la fabrique du soin. Pour ce deuxième épisode, je remercie Alan Brooks, Alexa Djagba, Didier Fassin, Marie Petruzzi, Arnaud Weiss et Mathieu Humès du COMED. Autrement dit est une série de podcasts créés par Making Waves et produits par l'Institut français. Au cours des 5 épisodes de cette série sur la santé publique, chercheurs, médecins et acteurs de la société civile française et internationale nous aident à comprendre ce grand enjeu du monde contemporain, les paysages multiples d'une question commune. Et parce que les idées voyagent mieux en plusieurs langues, le podcast est disponible en anglais sous-titré sur les plateformes et les réseaux sociaux.